Donc, bonjour à toutes et tous, Cécilia Multo. Donc, je suis chargée de partenariat sur les thématiques du biocontrôle et de la biostimulation à INRAE. Donc, j'interviens dans l'animation de différents dispositifs que pilote INRAE et qui intègrent un axe sur la protection et ou la nutrition, le développement des plantes, et donc notamment le consortium public-privé sur le biocontrôle. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche et l'innovation dans le secteur du biocontrôle. Je vais commencer par quelques exemples de trajectoires d'innovation, donc un petit peu comme l'a fait Mireille avec les chemins d'impact. Ensuite, je reviendrai sur les dispositifs de soutien à la recherche en matière de biocontrôle. Et puis je conclurai autour des besoins autour du biocontrôle, besoins qui sont pourvus ou qui restent à pourvoir, et le tout en positionnant l'appel à projet ENAR Éco-Phytomaturation dans le paysage des différents dispositifs de soutien. Donc quelques trajectoires d'innovation en biocontrôle. Alors le premier exemple là que je reprends, c'est l'utilisation de micro-organismes ou de substances microbiennes pour lutter contre les mildious. Donc c'est un projet qui a été conduit au niveau de l'Institut Sophia Agrobiotech, qui a démarré en 2009, autour de l'étude des zoomycètes pathogènes des cultures. Et donc dans le cadre de ce projet, l'équipe a identifié une première souche antagoniste. Donc, et c'est à partir de là qu'est née l'idée d'utiliser cette souche pour développer une stratégie de biocontrôle. Donc, dans le cadre de financement interne INRAE, donc il y a eu une série de financements qui s'est enchaînés, qui ont mené à la caractérisation du mode d'action, donc l'identification notamment d'un principe actif, et l'étude de son potentiel en biocontrôle. Alors il y avait deux axes qui étaient étudiés, soit l'utilisation du micro-organisme en tant que tel, soit l'utilisation des dérivés microbiens. Donc, au travers de ces projets, on a peu à peu monté en maturité technologique pour atteindre à peu près un niveau TRL 4, donc une validation d'une preuve de concept en laboratoire. Et donc ce projet, à ce terme-là, donnait accès à des connaissances sur le spectre d'hôtes, sur la production, la stabilité, bref, des données qui commençaient à intéresser des industriels parce qu'elles étaient relativement... Enfin, elles commençaient à être un petit peu moins risquées pour un industriel pour qu'il puisse s'y engager. Donc à partir de 2016, ces résultats ont été présentés à des acteurs industriels, et donc il y a eu une manifestation d'intérêt de plusieurs d'entre eux. C'est finalement avec la société Belchim qu'un projet s'est monté, donc un projet PSPC à l'époque financé par BPI France, qui a vu le jour et qui a été soutenu en 2019, le projet Solstice à hauteur de 9 millions d'euros, et donc qui vise à développer de nouveaux produits de biocontrôle et des technologies pour les appliquer. Donc dans ce projet, cette technologie autour des micro-organismes, c'est une des technos, mais il y en a d'autres qui sont développées dans le cadre du projet. Donc ce que je voulais montrer au travers de cet exemple, c'est que les premiers travaux, ils ont démarré en 2009, et finalement le transfert effectif de technologie, et encore on est monté en maturité technologique, il date de 2019, donc un pas de temps de 10 ans avant d'identifier un industriel qui est suffisamment intéressé pour monter, continuer à avancer en maturité technologique. Donc sur le deuxième exemple, donc, on a vu ce matin le projet EFITRAPS avec Jean-Philippe Trani, qui vous parlait de la start-up Agriodor. Là, je vais vous parler de l'histoire qui a conduit à la création de cette start-up. Donc cette start-up, elle est le fruit de travaux de recherche en collaboration entre INRAE et Arvalis, qui date de 2011. Donc c'était un projet qui était centré sur l'étude de la bruche de la févrole et des moyens de lutte alternatifs contre cette bruche. Donc dans le cadre de ce projet, il y a des cocktails de composés organiques volatiles qui ont été caractérisés. Donc ce sont des chéromones. Donc les chéromones, ce sont des molécules qui permettent le dialogue entre des populations d'espèces différentes. Donc ici une plante et un insecte. Et donc la caractérisation de ce cocktail de composés organiques volatiles a permis de proposer un nouveau concept en lutte biologique, le fait d'utiliser ces coves pour attirer les insectes et les piéger. Donc un premier brevet a été déposé en 2015, donc un cocktail de coves issus des gousses. Et la collaboration s'est poursuivie avec, en 2015, la naissance de Terrinovia suite au transfert des activités oléoprotéagineuses. Donc, avec cette collaboration, il y a d'autres travaux qui ont été menés, et notamment des essais au champ avec ce premier cocktail gousse, et aussi le fait d'aller travailler sur les fleurs cette fois-ci, donc d'identifier un cocktail de composés organiques volatiles spécifiquement produit par les fleurs qui aurait aussi un effet attractant. Et donc c'est là qu'est née une autre idée, le fait de concevoir un itinéraire technique séquentiel qui irait combiner dans un premier temps le cocktail sur les fleurs et ensuite le cocktail sur les gousses. Donc là, ce que je voulais vous montrer avec cette partie-là de l'exemple, c'est que l'innovation, finalement, elle n'est pas linéaire, et plus on la travaille en interaction avec des partenaires socio-économiques, plus on se rend compte que l'innovation, en tout cas l'idée qu'on se faisait de l'innovation au départ, elle évolue, et on peut repartir du coup sur de nouvelles pistes de recherche, et donc aboutir à repartir à un niveau TRL plus bas avec un nouvel axe de l'innovation qu'on n'avait pas exploré jusque-là. Donc en 2019, la start-up Agriodor est née.
Elle s'est basée donc, sur un transfert de technologie, le transfert du premier brevet sur le cocktail Goose, et puis il y a un deuxième transfert qui a été fait en 2020 avec le dépôt du brevet qui combinait, donc qui protégeait le cocktail sur les fleurs et qui intégrait aussi une dimension sur le fait de combiner ces deux cocktails en un itinéraire technique séquentiel. Donc le brevet contenait finalement visait à protéger deux choses, ce nouveau brevet fleurs et l'itinéraire technique complet. Et donc ensuite, le partenariat s'est diversifié, notamment avec l'ANR Écophytomaturation qui vous a été présenté ce matin. Et donc encore une fois, là on repart sur un nouvel axe, l'identification et le développement de prototypes pour travailler sur la diffusion spécifique de ces cocktails de composés organiques volatiles. Donc encore une fois, en interaction avec les partenaires, on avance, on trouve de nouvelles choses et on identifie de nouveaux développements à faire en collaboratif. Donc, si on s'intéresse maintenant au soutien à la R&D en France, donc là, ce que je vous présente, c'est une analyse qui a été conduite par Thibaut Maloza et qui a été présentée le 7 décembre dernier au cours d'une animation dans le cadre de la stratégie nationale de déploiement sur le biocontrôle. Donc là, ce qu'il a étudié, c'est le panorama des projets qui ont été financés entre 2017 et 2021, en se concentrant donc sur la liste des financeurs publics que vous avez dans le tableau, sachant que cette analyse n'inclut pas le soutien direct aux entreprises type Crédit Impôt Recherche ou projet BPI France par exemple. Donc là, sur les projets qui ont été étudiés, donc sur les appels à projets, si je les cite rapidement, c'est le CASDAR, l'appel à projet national Ecophyto, l'ANR Écophytomaturation, les projets soutenus par le consortium Biocontrôle, l'AP Recherche d'Ecophyto, le PPR cultivé et protégé autrement, et l'ANR générique avec par exemple les Labcom. Sur les CASDAR, il y a aussi les RMT qui ont été étudiés. Voilà. Donc sur l'ensemble de ces financements, il y a un total de 123 projets sur la période étudiée qui intègrent au moins un axe sur le biocontrôle. Donc ça fait une moyenne de 25 projets par an et un total de subventions à hauteur de 50 millions d'euros. Donc une moyenne de 10 millions d'euros par an. Parmi ces 123 projets, ceux qui sont spécifiquement centrés sur le biocontrôle, il y en a 79, donc environ 16 projets par an, pour un total de subventions à hauteur de 25 millions d'euros par an. Donc là, si on regarde au niveau finalement de l'importance de chacun des guichets, on se rend compte que le PPR cultivé et protégé autrement est significatif dans l'identification, dans le soutien à des projets en matière de biocontrôle. Alors c'est normal, hein, puisque ce PPR, son ambition à l'horizon 2030-2040, c'est de limiter le recours aux intrants le plus possible en s'appuyant sur des mécanismes, sur des régulations naturelles au maximum. Et puis l'ANR Écophytomaturation aussi est significatif puisque justement il y avait sur la première édition un axe fort qui était centré sur le biocontrôle, axe qui est resté sur les éditions suivantes mais qui s'est élargi à d'autres leviers aussi de la transition agroécologique. Et donc bien sûr le CASDAR qui lui travaille, mais on le verra un petit peu après, sur aussi l'étude des solutions qui existent déjà et comment est-ce qu'on peut combiner et déployer ces solutions. Alors si on s'intéresse maintenant aux cibles, donc si on rentre un petit peu dans le fond de ces projets, les cibles qui font principalement l'objet de recherche, ce sont les ravageurs, viennent ensuite les pathogènes et les adventices. Alors à noter que dans ces tableaux-là, la somme de chaque ligne n'est pas égale à 100% parce qu'il y a des projets qui peuvent cibler plusieurs pathogènes ou être sur plusieurs bioagresseurs, ou être sur plusieurs cultures. Sur le cas des ravageurs, ça corrèle aussi avec le marché du biocontrôle. Le biocontrôle, il représente 13% des parts de marché de la phytoprotection. Et par contre, les produits qui visent à lutter contre les insecticides, le biocontrôle représente 30% des parts de marché de ces produits qui visent à lutter contre les insectes. Donc on peut constater aussi qu'il y a relativement peu de recherche sur la partie adventice. Il y a peu de projets qui viennent développer des alternatives de biocontrôle pour lutter contre les adventices. Si on s'intéresse maintenant au type de culture, donc là on constate également que, même chose, ça reflète ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire une majorité de stratégies de biocontrôle qui existent en maraîchage, en fruticulture, en vigne, et on constate aussi une augmentation du nombre de projets qui sont sur grandes cultures. Alors là, la diapo est un peu chargée, accrochez-vous. Donc, si on s'intéresse aux types de recherches qui sont actuellement financés sur le biocontrôle, donc en séparant deux types de travaux, on peut regarder les travaux qui sont plutôt sur de la production de connaissances et les travaux qui ont plutôt une visée appliquée, donc des travaux de recherche appliquée ou de développement. Donc si on s'intéresse à la première partie du tableau, je vois pas mon pointeur. La première partie du tableau sur la production des connaissances, donc là on peut distinguer trois catégories: la production de connaissances pour le développement de solutions, la production de connaissances pour l'intégration et le déploiement, et la production de connaissances plutôt sur des questions d'impact et ou de durabilité des stratégies de biocontrôle.
Donc sur le premier axe, production de connaissances pour le développement de solutions, l'ANR Ecophyto-Maturation est un acteur majeur, donc il y a 91% des projets qui sont sur cet axe-là, qui sont soutenus par l'ANR Ecophyto-Maturation sur le biocontrôle sur cet axe-là. Et on constate également qu'au niveau de l'ANR générique, il y a aussi, sur les projets biocontrôle, il y en a un certain nombre qui sont soutenus par l'ANR générique, notamment parce qu'il y a le dispositif LabCom, également aussi le dispositif PRCE, donc pour la recherche avec les entreprises. On constate aussi que dans le programme prioritaire de recherche cultivée et protégée autrement, abrévié ici PPRCPA, on a aussi un nombre significatif de projets qui sont axés sur le développement de solutions, mais ce n'est pas la majorité des projets, on le verra juste après. Donc si on passe à la colonne suivante, cette fois-ci la production de connaissances pour l'intégration et le déploiement, là on se rend compte que les appels à projets, les guichets sont plus diffus, donc on a des projets qui sont soutenus sur une diversité de guichets, mais pas sur tous. Et puis on constate aussi que les projets, finalement, il n'y en a pas un certain nombre, on n'arrive pas à identifier un guichet majoritaire qui finance la production de connaissances pour l'intégration et le déploiement. Donc ce qui tend à dire qu'il y a a priori une marge de progression sur les guichets qui financent la production de connaissances pour cette partie intégration et déploiement. Sur la question de l'impact et de la durabilité, alors là la marge de progression elle est criante. Donc on a des projets qui sont financés au niveau du consortium Biocontrôle, avec des projets sur l'impact environnemental notamment, et sur les résidus issus de ces produits de biocontrôle. On a quelques projets qui intègrent cette dimension-là dans l'appel à projet ANR, et on le voit aussi ressortir un petit peu dans les appels à projets internes du CSOR et d'Ecophyto, et dans certains projets aussi de l'ANR Ecophyto-Maturation, on en a parlé ce matin, certains projets le mentionnaient, notamment le projet Enfin mentionnait cet axe-là, et puis d'autres aussi. Alors si on passe maintenant à des recherches, des travaux qui sont plutôt de recherche appliquée de développement, donc sur la partie développement de solutions, là on a effectivement dans l'ANR Ecophyto-Maturation, c'était notamment l'objectif dans l'édition 2019 de financer et de soutenir le développement de solutions de biocontrôle. Donc on a ce guichet qui ressort très clairement. Et puis on a aussi d'autres guichets qui reviennent, comme par exemple sur l'ANR avec les dispositifs LabCom, PRCE, j'en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant de retenir ici, c'est qu'au niveau de l'appel à projet ANR Ecophyto-Maturation, on se rend compte que c'est le seul guichet qui finance à la fois de la production de connaissances pour le développement de solutions, mais aussi pour l'intégration, et qui va jusqu'à la mise en application, c'est-à-dire des travaux de recherche appliqués pour développer ces solutions, les intégrer et les déployer. Donc c'est vraiment une originalité de ce dispositif qu'on ne retrouve que sur ce guichet-là, et qui, a priori, a été bien saisi par les personnes qui ont répondu à l'appel à projet, puisqu'on a vraiment un nombre significatif de projets sur ces axes-là. Donc si on regarde pour chacune des trois colonnes comme précédemment, donc recherche, développement de solutions, on a un axe fort ANR Ecophyto-Maturation ANR. Sur la partie intégration et déploiement, comme tout à l'heure, on voit qu'on a une marge de progression où on a un certain nombre de guichets qui financent, mais finalement, la proportion des projets qui intègrent cet axe-là est relativement limitée. On ne dépasse pas les 50% pour chacun des guichets. Et donc, dernier axe sur le test de solutions existantes. Donc là, on a des projets plutôt de type CASDAR ou Ecophyto qui sont vraiment plutôt sur les stratégies de déploiement et de combinaison. Et donc moins sur des axes de développement et d'accompagnement à la montée en maturité technologique. Si on passe maintenant au type de stratégies de biocontrôle qui sont financées, donc là vous avez dans les colonnes l'approche classique, on va dire l'approche intrant en type phytochimie, donc avec des approches qui sont plutôt par inondation et inoculation, donc un intrant qu'on va introduire dans le paysage avec des doses massives ou qu'on va introduire pour la première fois, ou alors pour augmenter un agent qui est déjà présent dans l'environnement. Donc là, c'est la majorité, l'ensemble des guichets financent des dispositifs, des stratégies de ce type-là. On se rend compte à l'inverse que sur d'autres stratégies que sont la conservation, régulation, l'acclimatation ou la lutte autocide, je reviendrai après sur le cas des stimulateurs de défense des plantes, on a beaucoup moins de financement. Alors par exemple sur le cas de la conservation et de la régulation, on a encore une fois un fort soutien du côté du PPR, cultiver et protéger autrement, puisque comme je le disais, l'objectif à terme c'est d'arriver à limiter finalement le recours aux intrants pour s'appuyer en majorité sur les régulations naturelles déjà présentes dans l'environnement ou dans la parcelle, et en mobilisant au maximum des approches prophylactiques par exemple. Sur la partie acclimatation, on constate qu'il n'y a aucun guichet qui dépasse les 20%.
Alors, la question de l'acclimatation et du financement de cette stratégie, elle est majeure au niveau du soutien à la recherche pour l'acclimatation. On constate à ce niveau-là qu'il y a un déficit au niveau des modèles d'affaires qui vont derrière cette acclimatation et qui pourraient, au-delà de ces subventions de la part des organismes publics, accompagner le déploiement des stratégies d'acclimatation. Donc là, ce qu'on peut identifier, c'est que pour ce type de stratégie de biocontrôle, il y aurait vraiment matière à développer via des stratégies, via des approches d'innovation organisationnelle, des regroupements d'acteurs qui viendraient cofinancer ou développer en tout cas des modèles d'affaires alternatifs qui permettraient de soutenir cette acclimatation à une échelle territoriale par exemple. Donc sur le cas des stimulateurs de défense des plantes, c'est un axe qui avait été identifié comme prioritaire par les membres du consortium biocontrôle. Donc il y a un certain nombre de projets qui étaient positionnés sur cet axe-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau des stimulateurs de défense des plantes, on est à la fois sur un mécanisme transitoire, mais aussi systémique. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux en matière de combinaison avec d'autres stratégies de biocontrôle et également par rapport aux autres leviers de la transition agroécologique qu'on pourrait mobiliser en même temps. Je pense par exemple à la combinaison avec la résistance variétale. Et alors sur la lutte autocide, là c'est plutôt donc la diversité des modes d'action en biocontrôle, donc avec des projets sur la technique de l'insecte stérile ou d'autres projets comme on l'a vu ce matin aussi sur le cycle sexué des champignons. Donc des projets qui ont vocation à se développer, mais sur lesquels pour l'instant on compte relativement peu de nouveautés. Oui, j'ai quasiment fini. Donc sur les besoins en matière de R&D en biocontrôle, si je résume, on a vu qu'il y avait peu de projets en ce moment sur la durabilité du biocontrôle. Donc à souligner toutefois qu'il y a un groupe de travail qui s'est lancé par INRAE, mais qui implique bien sûr une diversité d'académiques en 2021 sur la question. À noter aussi qu'il y a un projet Ecophyto qui a été retenu en 2022, donc qui n'est pas intégré dans les chiffres précédents puisque l'étude était 2017-2021. Et donc un projet porté avec aussi sur les résidus de biocontrôle dans l'environnement. Et sur les besoins vraiment en matière de R&D, on l'a vu, manque de diversité des formes de biocontrôle avec des investissements massifs sur de la lutte du biocontrôle par inoculation ou inondation, peu d'investissements sur l'innovation organisationnelle qui pourrait permettre de développer, de déployer plus largement des stratégies telles que la lutte autocide ou l'acclimatation. On a vu qu'il manquait aussi d'investissements sur le déploiement, à la fois des investissements pour produire des connaissances qui serviront pour le déploiement, et aussi des investissements qui font de la recherche appliquée directement pour déployer des solutions. Et puis un dernier point aussi, c'est le foisonnement des besoins sur le biocontrôle. On a vu des besoins en matière de recherche, mais il y a aussi des besoins en matière de formation, des besoins, encore une fois, si je reviens à la recherche, en matière de recherche, mais pour asseoir des propositions d'évolution de la réglementation, donc notamment les travaux sur la durabilité contribueraient à aller à terme vers des évolutions de la réglementation. Donc, comme le disait Mireille tout à l'heure, quand on a un partenariat structuré, on arrive plus facilement à lever des barrières telles que les barrières réglementaires. Et donc l'ensemble de ces besoins ont été pris en compte dans le cadre de la stratégie nationale d'accélération système agricole durable et agroéquipement au travers d'un instrument, le grand défi biocontrôle et biostimulation, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure à la table ronde, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Puis il y a d'autres instruments de cette stratégie qui contribueront aussi à répondre aux différents besoins qui sont illustrés ici. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Des questions dans le chat? Alors, c'était plutôt une remarque par Emmanuel Leblanc-Sylvestre pour le financement par le PIA3 n'apparaît pas. Effectivement, oui. Il y avait juste déjà, la période ciblée, c'était 2017-2021, et c'était le soutien direct aux entreprises n'a pas été pris en compte dans l'étude. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Oui. Oui, c'est par rapport à ce que tu disais sur le soutien à l'innovation organisationnelle. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris conscience qu'il fallait réfléchir à ces histoires de modèles d'affaires, ou peu importe comment on les appelle, mais du coup, on a un peu saturé les gens qui faisaient ça, voilà, et on est un petit peu coincé si on veut vraiment aller encore plus loin dans la généralisation de cette approche-là. Donc
Donc voilà comment on fait si on veut vraiment aller plus vite sur ces aspects réorganisation, modèle d'affaires alternatif, etc. etc. Dans des pas de temps qui sont courts en plus. Ouais. Donc effectivement, il y a la question des compétences disponibles et c'est effectivement un problème. Après, le fait justement d'aller mettre ensemble des acteurs doit contribuer aussi à faire émerger des dispositifs, des organisations qui leur sont propres et pour lesquelles finalement un acteur qui se positionne plus comme sur les sciences de gestion, sur l'économie, etc., il n'aura pas forcément les réponses à apporter sur le bon modèle d'affaires. Les réponses, ce sont ceux qui sont en présence et ceux qui sont par exemple à l'échelle d'un territoire qui les auront, qui identifieront ensemble quelle est l'organisation qui leur convient le mieux pour aller déployer telle ou telle innovation. J'avais juste une question, Cécilia. On a vu dans les projets ce matin, puis dans ce que tu as repris, qu'il y a des besoins communs entre différents projets. Par exemple, dans la montée en TRL, tout ce qui permet de passer de la production de quelques grammes à des digesteurs qui permettent d'en produire plusieurs kilos revient souvent comme un élément un peu important. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur l'intérêt qu'il y aurait d'avoir des infrastructures partagées dans lesquelles ces choses-là soient outillées pour de fait le faire à un endroit avec des compétences et des outils adaptés ? Effectivement, et c'est un manque qui a été souligné et qui fait l'objet d'un des axes du grand défi, donc je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que le besoin d'avoir à une échelle donnée une interaction forte pour du scale-up de production, je pense par exemple à des stratégies qui s'y prêtent comme les médiateurs chimiques ou les substances naturelles, là il y aurait vraiment un intérêt à avoir des plateformes qui permettent de faire du haut débit en lien direct dès le départ avec les acteurs socio-économiques concernés. Ça, ce serait vraiment une source d'accélération très forte de l'innovation en biocontrôle. De la même manière, sur la partie expérimentation aussi au champ, le fait d'avoir une coordination commune à l'échelle de l'ensemble des instituts techniques, si je prends le cas des instituts techniques, mais c'est vrai aussi pour ceux qui font de la prestation de services en expérimentation agricole, plutôt des acteurs privés, des sociétés de prestation de services agricoles, d'avoir une réflexion commune sur la manière de standardiser et puis de prendre en compte la même diversité de paramètres qui pourraient avoir un impact sur l'efficacité et la manière dont on évalue au champ l'efficacité de ces produits permettrait effectivement de démultiplier et d'accélérer les possibilités de déploiement du biocontrôle. Oui, une question dans le chat. Comment le soutien à la recherche sur le biocontrôle a-t-il évolué entre 2017 et 2021 ? On a vu apparaître de nouveaux guichets comme le PPR et l'ANR Éco-Phyto-Maturation. Après, on va en voir apparaître d'autres avec le grand défi. Donc finalement, au niveau des sources de financement et puis du positionnement de ces financements sur l'échelle de maturité technologique, on en voit de nouveaux. On voit de nouveaux axes aussi qui apparaissent dans les appels à projets. Et par exemple, l'intégration de plus en plus de cette question de la durabilité du biocontrôle. Voilà, il y a eu plusieurs évolutions à la fois sur les guichets, sur les thématiques financées, sur l'organisation demandée, donc de plus en plus de projets d'appels à projets dans lesquels on demande dès le départ d'avoir des acteurs socio-économiques qui sont impliqués dans le projet pour réfléchir plus vite par la suite et anticiper le chemin d'impact. Une dernière petite question. Ok, je vais essayer de parler très vite. Ça marche, ouais. Pour abonder en fait entre la commentaire de Nico et ce que tu viens de dire, Cécilia, sur les changements d'échelle, j'ai l'impression qu'en fait, il nous manque un acteur qui existe peut-être, mais qu'on n'a pas dans notre écosystème. C'est-à-dire que pour les essais de terrain, on a les centres techniques qui sont là pour ça. Mais quand tu parles avec les professionnels, par exemple les boîtes qui produisent des insectes pour l'alimentation, on voit qu'ils ont un département qui s'appelle zootechnie et ils ont un département qui s'appelle ingénierie, sciences de l'ingénieur, industrialisation. Et c'est cela, en fait, ça c'est des compétences qu'on n'a pas dans notre écosystème. Comment est-ce que tu fais pour fabriquer des machines qui font ces fonctions-là et je pense que si on trouvait cet interlocuteur, on libérerait beaucoup de verrous, parce que là on pourrait gagner en vitesse très très vite. Et alors justement, effectivement, dans la stratégie ISAD, donc il y a ce grand défi sur le biocontrôle et la biostimulation, mais il y a d'autres instruments. Je mentionnais le programme prioritaire équipement de recherche, programme et équipement prioritaire de recherche sur le numérique. Il y a également un grand défi sur la robotique. Donc la connexion entre l'ensemble de ces instruments doit permettre de développer des sciences de l'ingénieur qui soient adaptées aux besoins en matière de biocontrôle. Ok, merci Cécilia.